Vous nous rejoignez sur Radio J, plaisir d'être avec vous. Nous sommes à présent en direct avec Oudi Bloch, avocat vice-président de l'Organisation juive européenne. Bonjour Oudi. Bonjour Ilana. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors ce matin, c'était important pour vous de nous expliquer pourquoi la décision de la première chambre préliminaire de la Cour pénale internationale de valider les mandats d'arrêt contre Benyamin Netanyahou et contre Yoav Gallant est un non-sens juridique à la fois sur le fond et sur la forme. Et oui, Ilana, parce que la CPI est compétente pour juger d'éventuels crimes de guerre ou contre l'humanité que s'ils ont été commis soit par un ressortissant d'un État membre de la CPI, soit sur le territoire d'un État membre de la CPI. Or, la Palestine, entre guillemets, n'est pas un État tout court. La définition traditionnellement admise en droit international d'un État, c'est un territoire et une population soumis à un pouvoir politique organisé et souverain. Or, en Judée-Samarie, le territoire a été divisé en 3 zones suite aux accords d'Oslo, toujours en vigueur, avec des pouvoirs administratifs, civils, politiques, militaires, répartis entre l'autorité palestinienne et Israël, donc pas de souveraineté pour l'autorité palestinienne. Et en ce qui concerne Gaza, le territoire est sous contrôle total du Hamas depuis 2007, donc encore moins de souveraineté pour l'autorité palestinienne. On a donc d'un côté Israël qui est bien un État, mais qui n'est pas membre de la CPI, et de l'autre la Palestine, qui n'est même pas un État au sens du droit international. Et c'est d'autant plus important que le premier principe qui sous-tend l'intervention de la CPI, c'est le principe de délégation de compétences de l'État partie. Or, pour déléguer une compétence, il faut en avoir. Pour en avoir, il faut être souverain et donc être un État, ce qui n'est pas le cas de la Palestine. Et plus que ça en réalité, parce que même si l'on acceptait cette fiction juridique d'un État palestinien, eh bien les accords d'Oslo qui avaient été conclus entre Israël et l'OLP prévoyaient expressément que les pouvoirs de poursuite judiciaire contre des ressortissants israéliens n'étaient pas transférés à l'OLP. Donc aujourd'hui, l'autorité palestinienne ne peut pas déléguer à la CPI une compétence que de toute façon, elle n'a pas. Une autre difficulté aussi posée dans le raisonnement de la Cour pénale internationale, selon vous, c'est le principe ou dit de complémentarité. Et oui, parce que la CPI ne peut enquêter et, le cas échéant, poursuivre et juger des personnes que si l'État concerné n'a pas ouvert d'enquête, ne peut pas le faire, ne veut pas le faire. Donc le principe, c'est la priorité donnée aux systèmes nationaux. Et s'il y a bien une chose qu'Israël a déjà démontré, c'est à quel point son système judiciaire est efficace pour rechercher la responsabilité de ses responsables politiques. Le président Katsav et le premier ministre Olmert ont été condamnés par la justice israélienne. Benjamin Netanyahou lui-même, premier ministre en exercice, sera auditionné le 2 décembre prochain par le tribunal de Jérusalem dans son propre procès pour corruption. Et concernant ce qu'il se passe à Gaza, il y a actuellement 74 enquêtes ouvertes en Israël pour d'éventuelles violations des lois internationales depuis le début du conflit. Donc non seulement Israël n'a pas de leçon à recevoir de la part de la CPI, mais le principe de complémentarité aurait dû interdire à la CPI de poursuivre Netanyahou et Gallant. Et sur le fond, que dire aussi sur les crimes reprochés, à savoir affamer intentionnellement les civils et viser intentionnellement les civils? Bien que depuis le début de la guerre, Israël a fait rentrer à Gaza plus de 1 138 000 tonnes d'aide humanitaire, c'est colossal. Qu'Israël a permis la mise en place de 14 hôpitaux de campagne et 3 cliniques mobiles. Qu'Israël a réparé les 9 lignes à haute tension sur 10 qui avaient été détruites par le Hamas le 7 octobre 2023. Et les jours suivants, qu'Israël a organisé des évacuations de civils gazaouis de Gaza City, Khan Younes, Rafah et la mise en place de corridors de sécurité et j'en passe, que tout cela suffit à prouver que ces accusations sont infondées en droit et ne servent en réalité qu'un dessein politique de la part de la CPI. Alors une dernière question, ces mandats d'arrêt, est-ce qu'ils seront suivis d'effets ou dits? Alors, le statut de Rome prévoit que l'ensemble des États membres de la CPI, donc les 124 pays à ce jour, ont l'obligation de participer
à l'exécution des décisions prises par la CPI, et donc dans le cas de mandat d'arrêt, d'arrêter, transférer à La Haye les personnes concernées pour y être jugées là-bas ou ailleurs. Mais il y a 2 articles de la CPI, du statut de Rome, qui vont entraîner des frottements. Il y a l'article 27 qui dispose que l'immunité attachée à la qualité officielle d'une personne, chef d'État par exemple, n'empêche pas la Cour d'exercer sa compétence. Et puis il y a l'article 98 qui dispose que les États membres restent quand même soumis à leurs obligations au regard du droit international concernant les immunités diplomatiques. Donc il n'est pas impossible que l'exécution de ces mandats d'arrêt pose certaines difficultés, au moins pour Benjamin Netanyahou, tant qu'il est Premier ministre. Ceci étant, et compte tenu tant de l'incompétence flagrante de la CPI que de la vacuité des accusations reprochées à Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant, la France aurait pu se positionner de façon beaucoup plus claire en rejetant tout simplement cette décision inique de la CPI. Eh bien, merci beaucoup, Audi Bloch. Merci d'avoir été avec nous ce matin Merci, sur Radio Lana. J. Et merci pour ces précisions et ces éclairages. On en avait besoin, effectivement. Et c'est bon de rappeler aussi quelques chiffres concernant cette guerre qui se poursuit. Merci beaucoup et à très bientôt. Radio J.